Je voudrais parler ce soir, dans cette causerie du 16 septembre 2013, je voudrais parler de la revue L'Astrologue, qui a été fondée en 1968 dans le cadre du Centre international d'astrologie, avec pour responsable André Barbeau, et qui, au bout de quelques mois, n'était plus l'organe du CIA, comme initialement prévu, et est devenu l'organe personnel d'André Barbeau dans le cadre des éditions traditionnelles. Par la suite, la revue Trigone, dont j'ai eu l'honneur d'être le rédacteur en chef pendant quelques numéros, la revue Trigone est devenue l'organe du CIA, puis de la Société française d'astrologie. Alors, quand je parle de la revue L'Astrologue, en fin de compte, bon, c'est un monument d'archives considérable, depuis 1968 jusqu'à nos jours. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la façon dont André Barbeau a géré la décennie 1980, les années 80 du siècle passé. On connaît ses livres sur ces sujets, mais il m'a paru intéressant de compléter par l'examen que le dépôt légal fournit à la Bibliothèque nationale de France de toute la collection de la revue L'Astrologue, que je n'ai malheureusement pas au complet dans les collections de la bibliothèque astrologique. Donc j'ai comblé cette lacune, et je n'ai pas été déçu. Et donc on a là effectivement l'histoire d'un pronostic sur plusieurs décennies, puisque finalement on commence à parler dans la revue à partir de 1972, 71 même, on commence à parler de cette échéance, mais en fait, dès 67, dans les Astres et l'Histoire, tout cela était exposé. Il le dit clairement dès le départ, d'ailleurs, l'indice de concentration planétaire, cette idée de regrouper les planètes de Jupiter à Pluton dans un même graphique, c'est une formule d'Henri Gouchon, que j'ai d'ailleurs connu personnellement, puisqu'il fut président du CIA avant que je ne sois moi-même vice-président, un des vice-présidents, à partir de en 73. Donc, j'ai côtoyé Henri Gouchon, et donc je vais me faire l'écho des notes que j'ai prises de cette revue L'Astrologue, des numéros consacrés à l'astrologie mondiale, et notamment à cet indice de concentration planétaire qui, par la suite, fera long feu, si on veut, mais pour l'instant, nous allons le suivre jusqu'en 1988, c'est-à-dire à la veille de l'écroulement du bloc communiste, dont on sait qu'il permettra à André Barbeau de rebondir grâce à la prévision qu'il avait faite en rapport avec le cycle Saturne-Neptune. Alors, donc nous avons une vingtaine d'années à suivre comment André Barbeau justement réagit aux actualités, et de quelle façon ces actualités viennent ou non confirmer ou modifier la formulation de ses prévisions. Alors, en tant qu'historien de l'astrologie, et notamment, entre autres, de l'astrologie du XXe siècle, il y avait effectivement certaines lacunes de ma part à combler,
d'autant plus intéressantes qu'elles font écho à mes propres recherches et mes propres formulations. J'ignorais, je ne me souvenais pas qu'il avait employé l'expression loi fondamentale de l'astrologie mondiale pour désigner justement l'indice de concentration planétaire, l'indice cyclique. Et cette expression me paraît très intéressante parce qu'effectivement c'est un des objectifs de l'astrologie d'établir un modèle unique. Moi-même j'avais préféré, quelques années plus tard, parler du modèle universel de l'astrologie mondiale. Mais j'apprécie que Barbault ait employé l'expression loi fondamentale, c'est tout à fait à son honneur. D'ailleurs, il dit lui-même, il avait fait notamment un exposé important lors du congrès de Paris, de l'ISAR et du CIA, que j'avais moi-même mis en œuvre, à l'hôtel Méridien de la Porte-Maillot. Porte-Maillot qui sera connu par ailleurs en face de l'hôtel Méridien au Palais des Congrès, pour les congrès organisés notamment par Yves Lenoble et Catherine Gestas, et précédemment, je crois, par une autre structure, autour de Agnès Boussert-Lacourli, je crois, dans les années 80. Alors, je lis ce que je vois dans l'astrologue numéro 14, deuxième trimestre 71, sous le titre « La conjoncture mondiale de 1971-1972 ». Le titre ne semble pas parler de cela, mais en réalité, le contenu en traite. On sait que le diagramme général du XXe siècle est caractérisé par trois grandes chutes, trois immenses creux de vagues, en 1914-1918, en 1940-1944 et en 1982-1983. Donc nous sommes en 1971. Donc là, on a des échéances à une bonne dizaine d'années à l'avance. Alors, donc, il y a pas mal d'articles qui paraissent. Il y a d'autres chercheurs qui participent au débat, avec Jean-Pierre Nicolas, Claude Ganneau, Claude Latrémouille, Max Duval, toute une équipe de gens Pierre Julien aussi je crois, qui traitent de ces questions dans les colonnes de la revue, et puis également dans Tribune, et puis dans d'autres associations. En 1973 d'ailleurs, André Barbault avait publié le pronostic expérimental en astrologie qui reprenait cette notion de loi fondamentale. Je crois que cette notion, d'ailleurs, une fois qu'elle a été abandonnée par la suite de l'expression, n'est plus tellement connue aujourd'hui. Je n'ai pas étudié une notion historique. En tout cas, elle apparaît notamment d'ailleurs dans l'almanach à Cornac, d'ailleurs. Oui. Dans l'almanach à Cornac, il y a beaucoup de gens se réfèrent d'ailleurs à cet almanach de 1976, qui traite de ce fameux modèle, loi fondamentale de l'astrologie mondiale. Donc voilà, il faut aller lire l'almanach à Cornac 76, qui est d'ailleurs publié également par les éditions traditionnelles qui publiaient l'astrologue. Alors, je retiens, bon évidemment on est obligé de... on ne peut pas tout retenir, mais je retiens dans le numéro, je crois le numéro 28, justement, le 4e trimestre 74, dans un article qui s'appelle Prospective cosmo-géopolitique, quelques pages, quelques lignes. J'ai conscience, écrit André Barbault, d'avoir posé la loi fondamentale de l'astrologie mondiale. Les anciens ne disposaient pas des moyens pour l'établir. Ils connaissaient que Jupiter et Saturne. Du moins, la tradition nous a-t-elle légué la notion de cycle planétaire. Mais elle ne pouvait aller au-delà. Il fallait, pour réaliser cette réunification de synthèse,
connaître l'existence d'Uranus, de Neptune, puis de Pluton. Cette acquisition définitive du pilier central de l'édifice de l'astrologie mondiale, dans la lignée de la tradition astrologique, ne pouvait donc qu'être l'œuvre d'un astrologue du XXe siècle. J'ai l'honneur de m'annoncer moi-même comme étant celui-là. Et un peu plus loin, il écrit « Je serais curieux d'apprendre en quoi cette loi première pourrait être fausse ou inexacte, et j'aimerais savoir en cette occasion par quoi l'on entendrait la remplacer. » Donc là, nous sommes effectivement dans une période assez euphorique qui se situe en 75, 74, 75, sur les numéros 28, 29. Voilà. C'est au lendemain du congrès de 74. Alors, je citerai aussi un autre astrologue, Claude Ganneau, qui écrit un article très ambitieux qui s'appelle « Le cycle de 498 ans de la concentration des 5 planètes lentes », donc de Jupiter à Pluton, dans le numéro 37 de l'astrologue du premier trimestre 77. Et il conclut ce travail par ce texte. Cette étude a démontré qu'astronomiquement, une concentration maximum des 5 planètes lentes en 60 degrés du zodiaque, sur 360, aura lieu en 1983-1984, terminant un cycle qui avait commencé il y a 498 ans, donc 500 ans, en 1485. Il est ainsi possible de pronostiquer astrologiquement que plus la troisième grande crise mondiale, après donc les 2 premières guerres mondiales, du XXe siècle, débutera tard, après le deuxième semestre 77, plus cela en raccourcira la durée, puisque nous en connaissons l'échéance finale, qui se situe sur le premier semestre 1983. Alors, effectivement, là, l'astrologie est impériale, n'est-ce pas ? Elle surplombe l'histoire, elle anticipe le cours des choses en disposant d'une martingale, en disposant d'un modèle, d'une loi fondamentale qui l'autorise à avoir des ambitions supérieures. Donc, nous en sommes à ce moment, effectivement, où, en 1980, on commence à se poser des questions. Le deuxième trimestre 81, donc à ce jour du début de février 1981, où j'écris, il permet de se dire que ce passage d'automne 1980 n'a pas apporté de choc historique, mais correspond à une accentuation du cours de la tendance de la crise, sans qu'il soit possible d'en évaluer la portée. Alors continuons. Évidemment, le temps passe, on entre dans les années 80, et évidemment, on attend toujours la grande crise mondiale annoncée depuis 1967, et peut-être plus tôt. Mais que déjà, Oryx et Michaud, dans les années 40, auraient déjà annoncé dans leur traité pratique, et donc, sans parler de Couchon, donc Barbault essaye déjà de dire que finalement, il est un continuateur d'un processus qui est déjà relativement ancien, et qu'il y a une sorte de responsabilité collective, quelque part, dans ce qui pourrait ne pas être tout à fait au point. Alors, j'anticipe un petit peu sur le développement de ce qui va suivre, mais effectivement, progressivement, Barbault va proposer d'autres lectures de cette courbe. Donc la courbe n'est pas en question. Ensuite, il dira que ce n'est pas la courbe qui est en question, mais c'est l'astrologue.
La courbe n'est pas en question, mais son interprétation peut être revue et corrigée. Alors, il passe par les notions de révolution. Alors peut-être que c'est une révolution qu'il faut attendre. Ou peut-être une crise économique et majeure. Bon, enfin, nous allons voir tout ça. Alors, il le dit d'ailleurs en 1982, dans un article qui s'appelle La conjonction Jupiter-Uranus de 1983. Guerre ou révolution. Voilà, guerre ou révolution. Or, ma lointaine crainte, dit-il, de la Troisième Guerre mondiale, pour ces présentes années, s'est peu à peu dissipée depuis 2 ans pour laisser la place à l'appréhension d'une autre espèce de perturbation, se prêtant plus manifestement à des troubles révolutionnaires. D'ailleurs, il se hâte de préciser, jamais je ne me suis permis de l'annoncer formellement, cette Troisième Guerre mondiale. Tout au plus, me suis-je contenté de dire que si elle devait se produire dans le dernier quart de siècle, c'est alors qu'elle nous menacerait le plus. Et il s'aventure en se disant que peut-être qu'il faudra aller voir vers d'autres continents. Il pense à des bouleversements en Amérique latine, dont pourtant on ne semble pas attendre qu'ils aient lieu, mais il précise à quoi servirait l'information astrologique si, se contentant de prévoir ce qui est prévisible, sans son concours, elle ne devait pas se risquer à anticiper dans l'ordre de l'improbable. Mais tout de même, il y tient, il va y avoir quelque chose de très important. Que sous la prochaine conjonction, cette crise annonce un mouvement de repli à partir duquel le monde rentrerait bien gentiment dans les rangs de sa normalité, serait une surprise singulière. Bien plutôt, faut-il s'attendre, hélas, à ce que cette crise atteigne son apogée dans quelques fracas, au point qu'un renom historique particulier puisse s'attacher à cette année 1983. Alors je continue mon petit récit comme ça. Je regarde mes notes que j'ai prises aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Et alors effectivement, il y a des réinterprétations, il y a d'autres lectures qui sont proposées. Je vois par exemple dans le premier trimestre 83 un numéro spécial de l'astrologie mondiale dans l'Astrologue, numéro 61. Tiro Decepolo, un chercheur italien, qui écrit sous le titre « Un millénaire de conjoncture mondiale », de l'idée de danger, on est passé à l'idée de changement. Bon. Alors, ça mange peut-être moins de pain. Et alors finalement, là, on arrive quand même fin 84, un bilan prévisionnel chiffré. Barbault écrit « La surévaluation de la gravité de la crise imputée à nos configurations, il faut se donner un recul suffisant pour savoir la place que réservera l'histoire à cette grande crise, et en particulier sur l'étape conjoncturelle déterminante de 1989-90. Alors là, on lance le bouchon un peu plus loin. Alors ça, c'est une stratégie qu'on rencontre très souvent dans l'histoire du prophétisme. On renouvelle les échéances. Donc là, il y a une autre date, une autre étape,
un autre horizon qui est proposé, qui est d'ailleurs peut-être intéressant. Et d'ailleurs, il écrit à propos d'un article qui s'appelle « Le thème de la Russie soviétique », qui peut douter que ce soit un tournant crucial pour le destin de la Russie communiste. Tournant crucial, mais on ne sait pas très bien de quel tournant il peut s'agir, quelle catégorie de tournant. Ben, on est dans une sorte d'impressionnisme, un tournant crucial. C'est déjà pas mal, mais enfin, on aimerait bien quand même avoir un profil un peu plus précis de ce qu'on entend par crucial. Et puis alors, là, il y a une espèce de blanc pendant quelques années. Il semble qu'entre 1984 et 1988, André Barbeau fasse un peu profil bas. En tout cas, le nombre d'articles sur l'astrologie mondiale qui paraissent pendant, il y en a quand même un tous les trimestres, numéro, pendant quelques années, pendant 3-4 ans, est très faible. Très faible. Ce n'est plus de circonstance, ce n'est plus tellement à la mode. Mais fin 88, on revient. On revient, ouragan sur 1989-1990. Dans la conjoncture actuelle, la crainte la plus fortement ressentie est celle d'un krach. Certes, ce n'est pas obligatoirement cela qui nous attend, car ces mêmes configurations peuvent signifier un état de crise différent, éclatement d'une autre sorte de perturbation générale, mais c'est la version de crise qui paraît la plus probable, celle du krach économique. Alors, au niveau des citations, j'en reste là pour l'instant, et je vais donc maintenant passer à des commentaires sur cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul. Par exemple, si on pense à la grande crise de 2008, justement. Cette crise de 2008, à mon avis, elle éclaire le discours d'André Barbeau. Elle l'éclaire et en même temps, elle le met en perspective et en même temps, elle relativise la portée. Ou du moins, elle nous invite à lire ce travail autrement. C'est-à-dire que l'astrologue, il a des catégories qui sont à sa disposition, n'est-ce pas ? Il a la catégorie des guerres mondiales, il a la catégorie de 1929 avec le grand krach, il a la catégorie des révolutions qui se produisent, et donc par conséquent, il navigue il louvoie, je dirais presque, entre ces différentes catégories, qui tôt ou tard, de toute façon, doivent se produire. Donc là, il y a une sorte de fondement historique qui fait qu'on sait que tôt ou tard, c'est comme si je disais à quelqu'un que tôt ou tard, il allait lui arriver ceci ou cela. Parce que ça fait partie de la vie quotidienne, la vie courante d'une personne, tout comme ça peut faire partie de la vie d'un pays ou du monde, qu'il y ait un certain nombre d'accidents majeurs. Mais la différence, c'est que là, on n'est pas dans l'astrologie. L'astrologie, elle est là, justement, semble-t-il, pour nous dire à quel moment ces choses-là vont se produire. Et pas seulement si elles vont se produire. Si j'attends un train, ou si j'attends le métro, par exemple, je peux toujours dire la prochaine rame va arriver. Ça, je ne peux pas avoir tort. À quel moment exactement, ça c'est plus compliqué. Mais dire que ça va se produire, vraisemblablement, il n'y a aucun souci. Donc, Barbeau, on pourrait dire qu'à partir de 1982-83, il pense plutôt en termes de crise économique.
Il y a d'ailleurs des indices qui se présentent, qui s'offrent à lui, de toute façon, alors là, bon. Et malheureusement, tout étant relatif, le grand rendez-vous économique, ben, c'est celui de 2008. Et en comparaison de ce rendez-vous de 2008, les 1983 ou je ne sais quelle autre année, c'est la gnognotte. Donc là aussi, il y a un problème, effectivement. Il y a un problème. On a l'impression qu'on tourne en rond. C'est-à-dire qu'effectivement, on revient au point zéro de l'astrologie mondiale, c'est-à-dire qu'il y a des événements majeurs, il y a des catégories d'événements majeurs qui, tôt ou tard, doivent se produire et dont on attend le retour. Et toute la question de l'astrologie, c'est d'être capable d'attendre le retour. Maintenant, je voudrais revenir sur d'autres questions plus basiques, plus fondamentales peut-être. Bon. Déjà, disons-le clairement, j'adhère totalement à cet objectif de trouver la loi fondamentale de l'astrologie mondiale. Ça, sur ce point, là encore, en tant qu'objectif à venir et comme perspective à rechercher, là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est de savoir quand est-ce que cette loi va être trouvée et sous quelle forme elle va se présenter. Mais sur le principe général, oui, en effet, Barbault a raison, il doit y avoir un jour ou l'autre une loi fondamentale de l'astrologie. Maintenant, est-ce que c'est lui qui l'a trouvée, cette loi fondamentale? Ça, c'est beaucoup moins certain, malheureusement. C'est plutôt le XXIe siècle qui va avoir cette saveur, enfin cette chance, tout comme c'est le XXIe siècle qui va se payer un grand krach qui ne s'était quand même pas produit avec cette même force depuis 1929, quand même, donc au bout de 80 ans. Alors, maintenant il nous dit, d'ailleurs ça ne pouvait avoir lieu, cette découverte de la loi fondamentale astrologique, qu'au XXe siècle, qu'après la découverte de Pluton, qui était l'élément qui manquait en quelque sorte, pour que ce fameux indice de constellation planétaire fasse sens. Alors, je me permettrai sur ce point d'être totalement en désaccord. Je pense que bien au contraire, pour toutes sortes de raisons, la loi fondamentale de l'astrologie, eh bien, elle est connue en pratique, je dirais sur le plan empirique, je dirais, depuis des millénaires. Et qu'on n'a absolument pas besoin, et j'insiste là-dessus de façon absolument péremptoire, on n'a absolument pas besoin ni d'Uranus, ni de Neptune, ni de Pluton pour établir cette loi fondamentale de l'astrologie. D'ailleurs, c'est heureux, parce que la pauvre astrologie, les pauvres astrologues de l'Antiquité, eh bien, ils étaient bien démunis, n'est-ce pas, à en écouter M. Barbault et consorts. Hein. Bien démunis, ils n'avaient pas ces planètes, que heureusement l'astronomie leur a eu la grâce de leur fournir tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Non. Et les raisons d'ailleurs sont beaucoup plus graves que cela. C'est que si effectivement l'astrologie existe, si elle a un quelconque enracinement dans notre ADN, si l'on peut dire, d'une façon ou d'une autre, on ne va pas revenir là-dessus, c'est du fait de l'ancienneté de ces lois, justement. Maintenant, la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une loi. Et quel genre de loi s'agit-il ici? Alors, on peut jouer, vous savez que le mot loi a plusieurs sens. Hein. Est-ce que c'est une loi scientifique? C'est-à-dire une loi de la science, une loi de la nature, une loi de l'univers? Et c'est un petit peu, j'ai l'impression que dans ce sens-là, Barbault rejoint Jean-Pierre Nicolas. C'est-à-dire que le système solaire est effectivement un ensemble qui comporte des lois. Ces lois sont étudiées notamment par l'indice de concentration planétaire, c'est une loi astrologique, si on peut dire, qui est le véritable apport de l'astrologie à la connaissance intime du système solaire. Donc là, de ce côté-là, ils sont d'accord. Malheureusement,
Le XXIe siècle, lui, voit les choses un peu autrement et prend ses distances par rapport à l'astronomie, et notamment par rapport aux nouvelles planètes invisibles et bien lointaines, et surtout dont les cycles sont très longs. Alors, il semble que cette longueur des cycles, pour revenir à l'article de M. Gano, qui situe les choses sur la base d'un cycle de 500 ans, en combinant les différentes planètes lentes, alors croire que ça, c'est un atout pour l'astrologie mondiale, c'est devenu une sorte d'évidence, reprise d'ailleurs plus récemment par Charles Ridoux, qui va un peu dans la même direction. C'est une évidence, pas que c'est la providence de l'astrologie que l'on ait découvert ces nouvelles planètes, tout comme ça a été la providence de l'astrologie il y a des millénaires, que l'on ait découvert qu'il y avait des planètes tout simplement, et que ces planètes se distinguaient des étoiles fixes. Les grandes oubliées d'ailleurs, entre parenthèses, comme on sait, de l'astrologie mondiale du XXe siècle, et notamment de la seconde partie du XXe siècle, à quelques exceptions près. Donc, on se retrouve devant des débats que nous avons déjà abordés dans les précédentes causeries, n'est-ce pas? L'idée que on ne peut pas faire de la bonne astrologie mondiale si on n'a pas ces 3 planètes transsaturniennes. Je rappelle quand même que au IXe siècle, Albert Mazar a mis en place la théorie des grandes conjonctions Jupiter-Saturne, que je n'approuve pas forcément pour autant, mais enfin qui avait quand même déjà un potentiel pour étudier le changement, les révolutions, les transformations, qui n'a pas laissé indifférent d'ailleurs des grands penseurs politiques comme Jean Bodin à la fin du XVIe siècle, dans les 6 livres de sa République. Et entre autres, je veux dire, c'était vraiment le fer de lance de l'astrologie. Alors, croire que l'astrologie mondiale autour de Jupiter-Saturne est moins bonne et moins performante que l'astrologie mondiale avec Uranus, Neptune et Pluton, voilà, ça c'est un credo de M. Barbeau et de sa génération. Non. On voit d'ailleurs comment ont travaillé les astrologues du Moyen-Âge et de la Renaissance avec le cycle Jupiter-Saturne. Ils étaient capables de couvrir des périodes de plus de 800 ans. Ils pouvaient comme ça étudier des cycles, des triangles Jupiter-Saturne se succédant entre les 4 éléments. Enfin bon, on ne va pas revenir là-dessus, n'est-ce pas? Parce que la conjonction Jupiter-Saturne se produisait pendant 200 ans ou plus dans un certain élément, puis après dans un autre élément, et ainsi de suite. Donc il y avait quand même une possibilité de dépasser les 20 ans de base du cycle Jupiter-Saturne. Si on veut défendre ce que moi j'appellerais, pour reprendre l'expression de Barbeau, la nouvelle loi fondamentale de l'astrologie mondiale, c'est-à-dire celle qui est proposée par l'astrocyclologie, et qui n'a vu le jour que très progressivement. Et moi aussi je pourrais remonter à 75-76, quand je parlais déjà je me souviens d'une communication que j'ai faite à Allen en 1975, dans les congrès organisés par Hébertine, qui s'appelait Saturne et le cycle de la décolonisation. Bon, donc effectivement, voyez-vous, c'est pas d'hier, hein, ça nous ramène quand même à 38 ans en arrière. Alors, bien entendu, je pourrais aussi dire qu'il y a eu des améliorations considérables, que j'ai compris un certain nombre de choses. C'est entendu, c'est exact. Et après tout, on ne peut pas reprocher à Barbeau de ne pas aussi améliorer son modèle et de ne pas également modifier son mode d'interprétation. Parce que comme j'ai dit à plusieurs reprises, on peut avoir un modèle qui structurellement est valable, mais dont l'interprétation, dont l'application n'est pas au point. On ne peut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, il y a peut-être quelque chose à garder. Bon. Moi, personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à garder, sinon la notion de loi fondamentale, en soi, sinon le fait qu'il y a une dualité, effectivement, il y a une dualité, il y a des temps successifs, des temps alternatifs. Ça, je crois qu'on ne peut pas parler d'astrologie mondiale s'il n'y a pas une dualité. Alors cette dualité, qui passe par des hauts et des bas, si on peut dire, ou par des dialectiques avec des problématiques complètement opposées, ou en tout cas complémentaires,
ne peut pas dire véritablement que Barbault ait clarifié cette dialectique. On en reste à des notions, même à la fin des années 80, des notions comme cruciales. Un moment crucial. Moi, je dois reconnaître que dans mon travail, je ne me contente pas de ce genre d'expression qui veut tout dire et rien dire. Hein. Alors maintenant, l'astrologie va annoncer des moments cruciaux. Non, pour une raison très simple d'ailleurs, que d'ailleurs Barbault reconnaît implicitement, c'est que les configurations ne sont pas forcément ne sont pas forcément pleinement réalisées. On ne peut pas se fier à l'idée que la configuration va aboutir. C'est comme si je vous disais par exemple que on va connaître le sexe d'un enfant quand la naissance aura lieu. Ben non, on peut aussi connaître le sexe d'un enfant aujourd'hui sans attendre qu'il naisse. Oui, les configurations, comme je dis toujours, il y a plus d'appelés que d'élus. C'est-à-dire que les configurations, il faut qu'il y en ait beaucoup en fait, beaucoup de configurations. Et toutes les configurations n'ont pas forcément des effets spectaculaires. Il ne relève pas de l'astrologie que telle configuration ait un caractère mondial ou pas mondial, qu'elle se limite à tel pays ou à tel autre. Ça n'est pas ça n'est pas du ressort de l'astrologie. C'est cela que André Barraud n'avait pas compris apparemment. Ce n'est pas du ressort de l'astrologie et par conséquent, on peut tout à fait imaginer un cycle de 7 ans qui se reproduit, plus de 12 fois par siècle, qui a parfois des résultats, parfois pas. Il le dit lui-même d'ailleurs, il y a des risques. Le problème, c'est que lui, il utilise des cycles qui sont quand même très longs, qui sont d'ailleurs très inégaux, parce qu'ils ne reviennent pas régulièrement, il n'y a pas de cycle de 7 ans chez Barbault. Sa loi fondamentale ne respecte pas une cyclicité extrêmement harmonique, hein, extrêmement pythagoricienne, je dirais presque, alors que celle du cycle de 7 ans est quand même dans les grandes lignes extrêmement bien dessinée et bien rythmée. Mais ça, c'est parce qu'évidemment, au lieu de prendre un bouquet de 5 planètes, nous n'en prenons qu'une seule planète. Alors évidemment, c'est quand même plus facile à gérer. Et puis, au lieu d'utiliser les rapports avec les... Et puis alors, cette notion de conjonction, je ne sais pas, alors lui, il introduit conjonction d'un côté, conjonction de toutes les planètes lentes, de l'autre côté, dispersion, répartition des planètes dans le zodiaque. Alors s'il y a une dispersion, ça veut dire que les énergies sont diffuses. Oui, moi je serais au fond assez d'accord avec cette idée-là. Je préfère parler de disjonction, mais je parle uniquement de disjonction par rapport à une seule planète, mais globalement, là aussi, on n'est pas complètement en désaccord. Là aussi, il y a des intuitions qui n'aboutissent pas, mais qui sont là, qui sont un petit peu décalées sur le plan chronologique, mais qui sont intéressantes dans l'absolu, comme l'histoire du crack, qui a été prévue à une date un peu 20 ans à l'avance, mais 20 ans à l'avance, 20 ans trop tôt, plutôt, dirais-je dire. Et effectivement, oui, là, maintenant que la conjonction... Alors, dispersion, détente, bon, je crois qu'au contraire, lorsque la conjonction est défaillante, on a justement un désordre qui se constitue. Un désordre avec des guerres civiles, avec des dislocations, des démantèlements, comme celui de 1989 d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la conjonction Saturne-Neptune, mais qui a à voir avec le fait que Saturne, à ce moment-là, est dans la phase B de son cycle, et donc ne maintient plus les choses entre elles. Donc là aussi,
il est quand même paradoxal d'utiliser, je parle maintenant, je saute un petit peu à un autre sujet, qui est la prophétie de Barbault qui date de 1953 sur le cycle de 36 ans concernant l'Union soviétique. Oui, mais malheureusement, une conjonction n'est pas là pour expliquer pourquoi un empire se disloque. On n'a qu'à prendre les différents empires qui se disloquent, ils ne se disloquent pas forcément sous une conjonction. En tout cas, dans l'astrologie, dans la loi fondamentale de l'astrocyclologie, les empires se disloquent plutôt lorsqu'il n'y a pas de conjonction. En tout cas, lorsqu'il n'y a pas la conjonction Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Bon, cela dit, dans le système de Barbault, il y a tout le temps des conjonctions, enfin il y en a énormément, donc on peut toujours en trouver, encore qu'il a été pris justement au piège de cette histoire, puisque à force de parier sur les conjonctions, le fait qu'il y avait beaucoup de conjonctions à un moment donné, rapprochées, que ça devait produire quelque chose d'extraordinaire, sans qu'on sache exactement quoi. Et alors justement à ce sujet, oui, la conjonction, elle a plutôt vocation à consolider les empires, à les restituer, ou même à les créer, ou créer des unions internationales, supranationales. C'est-à-dire que là, il y a un problème. D'ailleurs, d'une certaine manière, la conjonction Saturne-Neptune, en rapport avec le démantèlement de l'Empire soviétique, c'est totalement en contradiction avec les théories de Barbault sur les conjonctions dans son indice de concentration planétaire, qui indique plutôt une sorte d'embrasement, un embrasement qui plutôt aurait une signification mondiale, donc pas du tout une dispersion. Or, en 89, c'est la dispersion. Bon, je voudrais rajouter aussi, mais un petit peu perfide, que, étrangement, mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, étrangement, en 88, il ne parle pas tellement de la conjonction Saturne-Neptune. Il ne parle pas tellement il ne récapitule pas le fait que Saturne-Neptune est correspondu à la révolution de 1917 ou à la mort de Staline. Je ne sais pas, j'ai peut-être pas compris ça, mais il est dans un autre trip. Il est un trip de conjonction. Il parle de plusieurs conjonctions, dont celle évidemment de Saturne-Neptune, mais pas polarisé là-dessus. Que effectivement il avait formulé clairement cette prophétie en 1953, c'est une chose. En effet, dont acte. Mais par la suite, sa pensée astrologique a évolué dans d'autres directions. Le passage vers la notion de cycle global, de loi fondamentale de l'astrologie, n'est pas de même ordre que l'histoire du cycle Saturne-Neptune. Donc, il revient vers cette Saturne-Neptune par la force des choses, puisque les événements se produisent, et forcément, il faut réactualiser un travail qu'il a fait 36 ans plus tôt. Mais ne disons pas, et c'est une question de respect de la pensée de Barbault, ça ne correspond pas à sa pensée de l'époque, c'est-à-dire de 1989. Dans les années 80, il est à 100 lieues de travailler sur il sait que ça existe, mais il regarde les choses avec l'ensemble des conjonctions, et pas seulement le suivi d'une certaine conjonction dans une certaine partie du monde. Bon, donc là-dessus, j'en ai déjà parlé, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc pour dire quelques mots encore dans cette causerie d'une heure, voilà, donc je n'ai pas été déçu par ce travail de recherche. J'avais travaillé un peu plus tôt, il y a quelques semaines, sur les cahiers astrologiques, à propos des années 58, 59, 60. Bon, là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur le fait que Barbault n'est pas bien cerné l'émergence de la Ve République, et notamment l'émergence, le retour de De Gaulle. Alors le retour de De Gaulle, ça lui a complètement échappé, en tout cas avant-terme. Après, évidemment, une fois qu'il était rentré, on pouvait toujours dire qu'il était rentré. Mais je veux dire que, bon, et là, à mon avis, il y a aussi un problème, parce qu'effectivement, il y a un problème de méthodologie. Il n'y a pas
selon moi, d'effets conjonctionnels, on ne peut pas parler des effets disjonctionnels, bon, qui eux aussi peuvent être relayés, mais c'est moins significatif. Il n'y a pas d'effet conjonctionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas s'il n'y a pas quelqu'un qui est porteur de la dynamique conjonctionnelle. Comme la dynamique conjonctionnelle est une dynamique centralisation, de convergence, il faut très peu de monde pour que ces convergences se produisent. Il suffit de quelques leaders, je parle non seulement sur le plan politique, mais sur le plan scientifique, sur d'autres plans économiques, pour que des leaders qui sachent unifier, qui sachent rassembler, pour que le processus de rassemblement se produise. Mais inversement, si ces leaders font défaut, ou s'ils font défaut en tout cas à tel endroit et pas à tel autre, comme pour prendre l'exemple des équipes de football, s'ils sont embauchés ou recrutés par telle équipe et pas telle autre, bah, c'est pas la même chose, ça ne sera pas au même endroit que l'impact se fera. Donc cette affaire de localisation qui préoccupe tellement Barbeau, cette affaire de mondialisation, elle est complètement sujette à caution. Elle dépend en tout cas de personnages. Et donc quand on voit un personnage de l'ampleur de Gaulle, on doit se dire que tous les 7 ans environ, la période conjonctionnelle doit le remettre à flot. Bon. Pas forcément, pas systématiquement, pas nécessairement, mais la probabilité existe. Et nous, en astrologie mondiale, on est dans la probabilité. Il le dit, il est obligé de reconnaître en permanence. C'est une question de probabilité. Mais ce qui me gêne dans la démarche de Barbeau en général, c'est qu'il n'est pas assez précis dans son pronostic. Ou alors il est trop. Enfin, globalement, ça ne va pas. Même si on pourrait discuter de la valeur intrinsèque de ces concentrations planétaires et de ce bouquet de 5 planètes lentes, dont 2 connues dans l'Antiquité et 3 nouvelles, sur lequel, évidemment, je n'accorderai pas beaucoup de valeur. Mais enfin, en dehors de cette question-là, disons que moi, ce qui me gêne, à un autre niveau en tout cas, c'est en effet la question du caractère extrêmement vague et imprécis du pronostic. Par exemple, surprendre l'année 1989, il s'est produit ça, mais il aurait pu se produire tout à fait autre chose, et ça aurait été aussi bien pour Barbeau. Il aurait pu se produire un événement complètement opposé, par exemple au contraire, que l'Union soviétique envahisse l'Allemagne ou l'Europe occidentale, et il aurait dit, vous voyez, je l'ai prévu. Donc il aurait prévu l'invasion soviétique dans tel et tel endroit, en Chine ou je ne sais pas où, ou en Europe de l'Ouest, où il aurait prévu le démantèlement de l'Empire soviétique, qui à mon avis il n'avait absolument pas imaginé, ni même supposé. Ça aurait été pareil de toute façon. L'important c'est qu'il se passe quelque chose d'important. Et ça, c'est une astrologie des résultats, des effets terminaux. Et il n'y a pas d'astrologie des résultats. L'astrologue n'a pas d'obligation de résultat, il a des obligations de moyens. Quand il dit que quelque chose est important à un moment donné, il n'a pas l'obligation de dire comment ça va se terminer, il a l'obligation de dire comment ça va commencer. Et qu'est-ce qui va être en jeu. En jeu, ça veut dire que c'est un jeu auquel on peut gagner, auquel on peut perdre. Mais c'est en jeu. Donc il y a des enjeux, et l'astrologie doit déterminer des enjeux. Voilà. Des choses qui sont là, mais qui sont là uniquement pour l'historien qui connaît de très près les questions. Parce qu'il est évident que quand quelque chose n'a pas abouti, les historiens traditionnels n'en retiennent pas le souvenir, qui est bien leur tort. Mais pour un historien de terrain qui étudie année par année les choses, et pas sur des dizaines d'années, qui ne fait pas dans les survols,
eh bien, il y a des variations importantes, il y a des tentatives de coup d'État, des tentatives de révolution, qui parfois, qui peuvent même très souvent avorter, mais qui ont existé, dont on peut constater l'existence, même sans que ça prenne les proportions de la Fronde ou de la Ligue, ou je sais pas. Il y a des tas de tentatives qui se produisent et qui ne se produisent pas à n'importe quel moment. Donc ça, c'est l'astrologie doit parler de ça. Elle doit parler, c'est une histoire extrêmement pointue. L'astrologie, de ce point de vue-là, est précise. 2-3 ans de différence, c'est plus déjà la même chose. Bon. Alors qu'on ne parle pas d'une astrologie mondiale qui jongle avec les dizaines d'années, avec les siècles. C'est une plaisanterie. L'unité de mesure de l'astrologie mondiale, c'est le cycle de 7 ans. Et encore, c'est des périodes de 3-4 ans, en réalité, parce que il faut tenir compte de la période pendant le cycle de 7 ans, où, bien évidemment, il y a une chute. Et il le dit d'ailleurs lui-même. Alors c'est intéressant, parce que là aussi, il y a des convergences et des intuitions qui sont remarquables, et qui donnent un côté un petit peu familier à la loi fondamentale de Barbault et à celle que moi-même j'ai instituée, malgré les différences énormes qui existent. C'est qu'effectivement, il parle d'une descente. Il dit qu'à un moment donné, la conjonction provoque la multiplication, la succession des conjonctions sur une période courte et sur un espace restreint du zodiaque, par exemple 60 degrés sur les 180 degrés. Il parle d'une descente. Mais justement, la descente, c'est pas du tout la conjonction. La descente, c'est au contraire la disjonction. Donc on pourrait presque inverser son modèle. Enfin, peu importe, je ne vais pas dire que son modèle dans l'autre sens serait meilleur. Mais sur l'idée générale, je ne vois pas pourquoi la conjonction serait une descente. Même si ce n'est jamais qu'une expression par rapport au graphique. Mais en tout état de cause, pour moi, la descente, c'est la disjonction. Quand il n'y a pas quelque chose qui tient les choses ensemble, qui les rassemble, qui les tient ensemble, eh bien, en effet, il y a une espèce d'écroulement, de démantèlement, de dislocation. Et je renvoie, comme d'habitude, à l'écroulement de la tour de Babel. Enfin bon, c'est un leitmotiv chez moi. Donc, oui, il y aurait un travail à faire sur la... Effectivement, Barbault est un précurseur, quelque part, de la loi que j'ai moi-même élaborée. On peut y voir des éléments de précurseurs, effectivement. C'est vrai, oui. Mais en même temps, des différences épistémologiques, méthodologiques extrêmes. Effectivement. Bon. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas caché que j'avais évolué dans mes travaux depuis plus de 30 ans. Et même encore récemment, ce qu'il faut améliorer. Je ne sais pas s'il a amélioré son modèle. Je n'ai pas encore vérifié pour les années qui ont suivi, qui ont les années 90, depuis les 20 années qui ont suivi, je n'ai pas encore été vérifié s'il avait corrigé son modèle. Ça viendra ultérieurement. Je crois qu'il en est resté à peu près la même chose. Bon, il y a certainement eu des accommodements. Et effectivement, il y a le problème de l'orbe, qui est très important. Alors, je reviens là-dessus, parce qu'il y a eu des débats là-dessus récemment, à propos de l'astrocyclologie. Il est clair qu'effectivement, les astres n'agissent pas comme ça de manière automatique sur nous. C'est nous, en tant que récepteurs, qui réagissons aux configurations qui se forment dans le ciel visuellement et qui prennent progressivement forme. Bon, mais il y a ce qu'on appelle un phénomène appliquant et un phénomène séparant. Et effectivement, les choses sont dans une progression. L'astrologie est dans la progression, une progression extrêmement subtile et extrêmement pointue. Il ne faut pas entrer dans l'astrologie comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Là, il y a une progression à suivre. Et ce qui fait le grand intérêt de l'astrologie, c'est cette progression. Ce n'est pas un truc tout court et séparé, crucial, non. C'est voir comment on en arrive là. Comment par touches successives on en arrive là. Comment par touches successives on passe d'une période de dispersion des énergies, de nivellement par le bas, à une période où les héros remontent en puissance et où les choses se concentrent et convergent. Bon.
C'est ça la polarité, c'est ça la véritable dialectique. Bon. À partir de ce moment-là, on est clair. Parce qu'à ce moment-là, on peut faire des prévisions qui soient crédibles. Si je dis, à un moment donné, à telle configuration, il va y avoir dans le monde entier, à différentes échelles, un processus qui va dans le même sens, c'est-à-dire qui va dans le sens de soit en cas de disjonction, pendant une période à peu près d'un an et un tiers du cycle de 7 ans, c'est-à-dire à peu près 2 ans et demi, il va y avoir une période où tout ce qui a été construit va être ébranlé. Bon, voilà. On dit simplement qu'il y a des phénomènes d'ébranlement, il y a des secousses qui vont se produire. Bon, on peut les observer et on peut les observer statistiquement, mais ça ne veut pas dire forcément que ça va donner des résultats extraordinaires. Pas forcément. Ça ne va pas forcément donner le même résultat. C'est pas parce qu'une fois cette configuration a abouti à des choses extraordinairement puissantes que la même configuration va produire les mêmes effets. Elle va produire les mêmes effets jusqu'à un certain point. Elle va déclencher des processus, mais au niveau des résultats en fin de course, non. Non. Là, les résultats finaux sont extrêmement aléatoires parce qu'il y a des facteurs qui interviennent, parce qu'il y a des interférences qui vont faire que les choses vont être plus ou moins amplifiées. L'astrologie n'est pas là pour nous dire si les choses seront ou non amplifiées. En tout cas, pas celle de l'astrocyclologie. Voilà, donc, si on fait des pronostics de ce genre-là, et inversement, si on dit qu'à telle époque, il va y avoir un processus croissant pour rassembler, pour rapprocher, pour unifier, eh bien, les observateurs peuvent le remarquer. Mais ils peuvent le remarquer finement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient de très près sur le terrain pour voir ce qui se passe, mois après mois, jour après jour. C'est ça la nouvelle histoire, c'est pas une histoire de la longue durée. On a cru comprendre que la longue durée, ça voulait dire qu'il fallait travailler sur des longues périodes. Pas du tout. La longue durée, c'est qu'il y a des choses qui, au contraire, sont des constantes. Sont des constantes sur des périodes extrêmement longues. En réalité, ce sont des périodes qui n'en finissent pas, en vérité. Par exemple, le cycle Saturne, 4 étoiles fixes, royales, c'est une longue durée, effectivement. C'est comme si je disais, par exemple, le fait qu'il y ait le jour et la nuit, c'est aussi de la longue durée. Ou l'été et l'hiver, c'est aussi de la longue durée. C'est-à-dire que ça n'en finit pas. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a toujours un renouvellement des mêmes problématiques. Donc, faire une prévision, la philosophie de la prévision astrologique, c'est d'annoncer, d'abord d'avoir clairement défini une dialectique, une alternative, de ne pas se contenter de dire que l'événement sera grave, que l'échéance sera importante ou cruciale. Ça, c'est pas sérieux, ça c'est l'astrologie dépassée de papa. Non, il faut être beaucoup plus précis, il faut qu'il y ait une sorte de design, de profil, et que les gens comprennent ce qu'on veut dire. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a une phase X, ils comprennent ce que ça veut dire, et quand on dit qu'il y aura une phase Y, ils comprennent ce que ça veut dire. Et qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent suivre les choses. Si on dit que ça va être une phase importante ou un moment important, c'est du n'importe quoi, on se fout du monde en disant ça. Effectivement, voilà. Donc, pour conclure, moi-même j'ai été aux premières loges pour suivre ce que faisait Barbeau, n'est-ce pas ? J'ai organisé moi-même des congrès en 78 sur la Grande Conjonction, etc. Mais je veux dire que je suis un témoin de cette ère Barbeau, de ce fameux indice de concentration planétaire dont Couchon serait, du moins que c'est lui qui aurait formulé, même baptisé cette expression. Donc je fais partie de cette génération qui ont cru en Barbeau, qui ont cru en ses pronostics, et qui en sont revenus, bien évidemment. Bon, maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a quelques idées intéressantes. Il y a quelques échéances qui sont intéressantes. C'était intéressant de se dire qu'il devait y avoir des révolutions un jour ou l'autre, ou des cracks un jour ou l'autre, ou des guerres un jour ou l'autre. Mais bon, ça c'est un peu de l'amateurisme. C'est pas suffisant, c'est pas professionnel cette façon de travailler. Voilà, donc
rendons hommage à Barbault, qui est né en 1921, donc qui est né 26 ans avant moi, à quelques jours près. Il est né au mois d'octobre, moi je suis né au mois de décembre, 26 ans plus tard. Il a apporté des choses, il a traversé un siècle extrêmement riche, le XXe siècle. Il a traversé une république, la 4e République, qui est pleine d'enseignements, beaucoup plus d'enseignements finalement que la 5e République, parce que la 5e République, elle est verrouillée par le système électoral, par le calendrier électoral, et finalement l'astrologie, elle ne respire pas sous la 5e République, il faut dire les choses comme elles sont. Sous la 4e République, au contraire, ça bougeait tout le temps, et là on pouvait faire des repères intéressants. Bon, Barbault n'en a peut-être pas pleinement profité non plus, mais il a certainement quand même été avantagé par cette période qui s'est étendue quand même de 1946 à 1958, qui a été une période de formation quand même très importante pour lui, et qui a débouché sur un événement majeur qui est celui de l'arrivée, du retour de Gaulle, parce que De Gaulle était au début de la 4e République, ou du moins de ce qui a précédé la 4e République en 1944, et il était à la fin de la 4e République, donc effectivement, De Gaulle est un personnage incontournable, et puis même pendant la 4e République, avec le RPF, il a également eu des interventions importantes, notamment dans les années 50. Donc voilà, donc il avait des éléments. Il était également marqué effectivement par le souvenir du krach de 1929, qui était quand même relativement récent. Lui-même, il avait 8 ans à ce moment-là. Bon, maintenant, avec le recul, est-ce que l'année 1983, dont il disait tout à l'heure que c'était une année qui serait mémorisée comme importante, est-ce qu'elle l'a été? On peut beaucoup en douter. Maintenant que nous avons quand même 25 ans de recul, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas évident. Voilà. Bonsoir.